Tout au long de son ascension au pouvoir, ainsi que dans ses derniers jours, Hitler a forgé son image dans la haine et la méfiance envers ses ennemis. Dans son esprit, ils n'étaient pas seulement des figures politiques, il les considérait comme inférieurs, manipulables, et surtout comme une menace pour son idéologie. Depuis le leader qu'il a inspiré, Mussolini jusqu'à Winston Churchill, sa paranoïa et sa mégalomanie ont toujours été présentes lorsqu'il analysait les principaux dirigeants mondiaux du XXe siècle. Dans ce documentaire, nous allons explorer ce que pensait Hitler de ses principaux alliés et ennemis. Chapitre 1. Benito Mussolini. De l'idéalisation à la trahison. De nos jours, on ne pourrait pas parler d'Hitler sans l'influence de Benito Mussolini. Le leader italien n'a pas seulement été l'une des figures les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi été un modèle à suivre pendant une grande partie de la vie d'Hitler. Cependant, cette idéalisation précoce allait ensuite évoluer, soulevant de nombreuses interrogations dans l'esprit du Führer. Mais pour analyser cela, il est d'abord important de voir comment Mussolini est arrivé au pouvoir et comment Hitler a tenté de le reproduire. L'idéologie nazie doit beaucoup au sentiment nationaliste du fascisme italien. Et tout comme Mussolini a inspiré Hitler, le Duce a également été influencé par une autre figure politique, Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio a marqué la pensée de Mussolini grâce à son idéologie nationaliste. Après la Grande Guerre, en 1919, D'Annunzio occupa la ville de Fiume et la proclame République indépendante, où il mit en pratique une série d'idées nationalistes syndicalistes. Cela, ajouté à une esthétique politique chargée de symbolisme et de défilés patriotiques, eut une influence ultranationaliste qui se grava dans Mussolini. Le futur Duce prit une grande partie de ces idées pour fonder, quelques mois plus tard, le mouvement fasciste, qui au départ fonctionnait comme un groupe paramilitaire chargé de persécuter les syndicalistes et les militants communistes. Grâce à la crise interne du gouvernement italien après la Première Guerre mondiale et à la panique des classes moyennes de voir cette crise se transformer en révolution communiste comme en Russie, le mouvement fasciste croît rapidement en taille et en adeptes. En 1922, Mussolini décida de lancer sa fameuse « Marche sur Rome », qui aboutit à la prise du pouvoir, jetant les bases du premier État fasciste de l'histoire. Hitler fut profondément influencé par la Marche sur Rome, et en 1923, il lui écrivit une lettre pour louer son action. Il copia également les chemises noires de l'italien, fondant les chemises brunes de la SA. Inspiré par ces deux événements, la Marche sur Rome et la persécution communiste, Hitler commença à réfléchir à la manière dont il pourrait adapter cette idéologie au système politique allemand d'après-guerre. En suivant les traces de Mussolini, en 1923, Hitler organisa le putsch de Munich, qui échoua. Bien que le coup d'État d'Hitler n'eût pas réussi, cela ne fut pas une raison pour que le futur Führer cesse de considérer le leader italien comme son modèle. Il comprit qu'une révolution n'était pas nécessaire, mais qu'il était essentiel de disposer du soutien populaire pour faire une révolution sans verser de sang. C'est à partir de ce moment-là qu'Hitler comprit que, suivant les pas de Mussolini, il devait renforcer la persécution des communistes et nourrir la peur de la population d'une éventuelle révolution bolchevique. Tout comme le Duce, et bénéficiant de son approbation, il réussit à convaincre le peuple allemand que le parti nazi était la solution pour éviter cette révolution, ce qui lui donna une large base de soutien populaire. Mais au-delà de son influence idéologique, la première rencontre entre Hitler et Mussolini eut lieu 11 ans après le putsch de Munich. Le 14 juin 1934, un an et demi après qu'Hitler ait été nommé chancelier par von Hindenburg, Mussolini rencontra le Führer à Venise. Les journaux de l'époque mentionnaient qu'au-delà de leur affinité idéologique anticommuniste et ultranationaliste, il y avait une énorme méfiance entre eux. Hitler pensait que Mussolini était une personne faible et inutile, tandis que pour Mussolini, Hitler était tout simplement un sauvage, une personne peu cultivée et, de plus, un menteur compulsif. Après plusieurs réunions au cours des années, 17 entre 1934 et 1944, ils forgèrent une alliance politique qui changerait l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de cette alliance eurent lieu en juillet 1938, lorsque Mussolini signa le Manifeste de la race. Cet article empêchait les Juifs italiens de travailler pour l'État tout en leur retirant leur citoyenneté. En 1939, ils signèrent le Pacte de fer,
qui garantissait que Rome et Berlin étaient obligés de fournir une aide économique et militaire pendant 10 ans, surtout si l'une des nations était impliquée dans une guerre. Au-delà de son influence idéologique, Hitler ne tenait pas compte des opinions politiques ou stratégiques de Mussolini. En fait, il Duce se sentit trahi lorsqu'il apprit par radio l'invasion de la Pologne. Le dictateur allemand ne consulta jamais son allié ni ne l'informa qu'il allait commencer la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette trahison, ils continuèrent à être alliés et Mussolini respecta le pacte de fer. Après le début de la guerre, la réunion de Brennero en Italie eut lieu le 18 mars 1940. Lors de cette rencontre, Hitler convainquit Mussolini de s'engager dans le conflit, le pressant de déclarer la guerre aux Alliés. En fait, après la réunion, Mussolini reçut plusieurs appels de Paul Reynaud, Churchill, Roosevelt et même du pape Pie XII, lui conseillant de rester neutre. Suivant les ordres de son allié idéologique, Mussolini déclara la guerre à la France et au Royaume-Uni le 10 juin 1940. Les hauts responsables italiens avaient averti Mussolini que l'Italie n'était pas en mesure de commencer un conflit et que ce n'est qu'à la fin de 1942 qu'il pourrait aider l'Allemagne. Bien qu'il ait essayé de repousser cela le plus longtemps possible, la réunion de Brennero fut déterminante pour qu'Hitler convainque le dictateur italien. Mais la trahison fut mutuelle. Pour se venger de ne pas avoir été informé de l'invasion allemande de la Pologne et de la Roumanie, Mussolini décida d'attaquer la Grèce le 12 octobre 1940 sans prévenir Hitler. À mesure que le conflit avançait, la vision d'Hitler sur son mentor idéologique continua d'évoluer. L'Italie se révélait comme une nation beaucoup plus faible sur le front de guerre, ce que Hitler considérait comme un fardeau pour l'effort de guerre. Minimisant l'apport italien, Hitler plaisantait souvent avec Mussolini, suggérant que Rome devrait se contenter de fournir des matières premières et du carburant, tandis que l'Allemagne s'occuperait des parties vraiment importantes du conflit. Mais au-delà des différences et des trahisons, Hitler resta toujours du côté de Mussolini. Lorsque, en 1943, Mussolini perdit le pouvoir à cause d'une insurrection interne au sein du parti fasciste, Hitler réussit à le libérer et à lui rendre son poste. Beaucoup d'historiens considèrent qu'en réalité, après la libération, le gouvernement de Mussolini devint un gouvernement fantoche de l'Allemagne, ce qui renforce l'idée de la trahison. Mais cela ne représenta pas un véritable problème pour il Duce, car il n'attaqua jamais Hitler dans le dos, ni ne rompit le pacte. On sait qu'alors qu'il se trouvait dans son bunker à Berlin, Hitler reçut la nouvelle de la capture et de l'exécution de Mussolini et de Clara Petacci. Avec l'image de son ancien allié humilié et exposé au monde, Hitler aperçut un sombre reflet de son propre destin. La chute tragique de Mussolini lui montra un avenir qu'il n'était pas prêt à affronter. Ainsi, au lieu de risquer d'être capturé et exhibé comme son mentor, Hitler décida d'écouter le dernier conseil que Mussolini lui avait partagé depuis la tombe, se donner la mort avant d'être capturé par les Russes. Chapitre 2. Francisco Franco, un allié avec des réserves. Francisco Franco Bahamonde arriva au pouvoir le 1er octobre 1936 après 3 années de guerre civile sanglante. Ce terrible conflit interne sur la péninsule ibérique, où une alliance républicaine affrontait les forces fascistes pro-monarchiques, est considéré par de nombreux historiens comme l'antichambre de la Seconde Guerre mondiale, non seulement d'un point de vue idéologique mais aussi militaire. La victoire de Franco sur les troupes républicaines ne fut possible que grâce au soutien des régimes fascistes européens, en particulier de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Hitler conclut un pacte personnel avec Franco à travers la Légion Condor, l'unité allemande qui participa au conflit et qui est tristement célèbre pour le bombardement de Guernica en avril 1937. Mais que pensait Hitler du caudillo espagnol? Dès le début, la relation entre Franco et Hitler fut bénéfique pour les deux, bien qu'elle n'ait pas commencé de la meilleure manière. Le 25 juillet 1936, à peine une semaine après le soulèvement de Franco contre la République, le Führer reçut les émissaires du militaire espagnol qui lui demandèrent, de la part du caudillo, des avions allemands pour voyager du nord de l'Afrique à la péninsule ibérique afin de commencer le combat. Le dictateur allemand informa les envoyés que ce n'était pas ainsi que l'on commence une guerre, démontrant les différences stratégiques et de critères militaires entre les deux leaders. Au-delà de ce court-circuit, le soutien allemand pendant la guerre civile espagnole s'explique par le fait qu'Hitler vit l'opportunité parfaite d'avoir un autre allié en Europe.
L'armement et la logistique furent fondamentaux pour assurer la victoire fasciste lors de la bataille de Madrid, ce qui permit au caudillo espagnol de prendre le pouvoir en 1939. Grâce à cette aide, Hitler considérait qu'il allait avoir un pays de plus du côté de l'Axe. Mais au-delà de l'aide apportée en raison du bénéfice stratégique que représentait un allié sur la péninsule ibérique, Hitler voyait en Franco un leader faible et manquant de personnalité pour faire face aux problèmes politiques complexes auxquels l'Espagne était confrontée. Il estimait qu'à peine arrivé au pouvoir, le caudillo avait rapidement adopté les manières de l'ancienne royauté. Cependant, une partie de la haine d'Hitler envers Franco venait des préjugés qu'il avait envers le peuple espagnol. À plusieurs reprises, Hitler mentionna qu'il méprisait les Espagnols, les qualifiant de paresseux et inutiles. Il reconnut l'effort militaire des soldats espagnols, comme celui du général Muñoz Grande, décoré par Hitler en 1942 pour son rôle dans la bataille de Madrid, mais Hitler pensait que leur contribution était essentielle à la victoire de Franco et que le leader espagnol devait ériger un monument aux 20 Junkers 52, des avions allemands qui transportèrent les troupes phalangistes en Afrique du Nord. En 1938, la relation entre Franco et Hitler subit un coup majeur. Après la conférence de Munich de 1938, le leader espagnol déclara la neutralité de l'Espagne face au conflit international imminent, ce qui suscita une profonde méfiance chez Hitler et il considéra cela comme une insulte à l'Allemagne nazie. Il est important de souligner qu'à ce stade, Hitler se voyait assiégé par les menaces de la Société des Nations et que bien qu'il eût une forte alliance avec l'Italie, Mussolini n'avait pas encore donné son feu vert pour une offensive militaire, n'impliquant qu'un soutien logistique et militaire en cas d'invasion. Hitler considéra la neutralité espagnole comme une trahison de Franco, surtout après avoir apporté son soutien pendant la guerre civile. Franco justifia sa décision de rester neutre en raison des conséquences laissées par la guerre civile. L'Espagne était économiquement et socialement dévastée, la société était fragmentée, et le poids militaire du conflit rendait une alliance militaire pour affronter d'autres pays européens insoutenables. On estime qu'entre 500 000 et 1 million de personnes sont mortes dans la guerre civile et qu'un nombre similaire a fui le conflit en raison des persécutions politiques. Le refus de Franco n'a pas seulement accru la méfiance, mais a aussi accentué le sentiment que Franco n'était pas à la hauteur de la tâche. Le 7 juillet 1942, lors d'un dîner avec des responsables espagnols, Hitler exprima ses préoccupations concernant la capacité politique de Franco. Il pensait qu'avec le leadership du caudillo, l'Espagne serait condamnée à une nouvelle guerre civile. Il considérait que Franco ne possédait pas seulement les ressources économiques et militaires pour affronter un conflit international, mais que cette faiblesse permettrait également à des éléments rouges de ressurgir et de provoquer une nouvelle crise interne. Il pensait aussi que Franco manquait de personnalité pour faire face aux problèmes politiques du pays. Il estimait que son arrivée au pouvoir avait été beaucoup plus facile que la sienne ou celle du duché, car eux n'avaient pas seulement dû prendre le contrôle de l'État, mais aussi convaincre les forces armées de les soutenir, ce que Franco avait obtenu dès le début. On pense cependant qu'Hitler confirma tout ce qu'il pensait de Franco lors de l'entrevue de Hendaya, tenue le 23 octobre 1940. Hitler dit à Mussolini que le niveau de mécontentement pendant la réunion fut tel qu'il aurait préféré qu'on lui arrache 3 ou 4 dents plutôt que de devoir revivre cette situation. La réunion dura environ 3 heures et aucun accord ne fut atteint. Hitler affirma qu'il en sortit déçu et que la voix basse et posée de l'Espagnol l'avait mis hors de lui. Ce qui désespérait le plus Hitler, c'était que Franco doutait de la victoire allemande en Grande-Bretagne, ce qui alimentait davantage la méfiance du leader allemand. La réunion de Hendaya du 23 octobre 1940 fut effectivement la dernière rencontre significative entre Franco et Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre, qui visait initialement à concrétiser l'entrée de l'Espagne dans la guerre du côté de l'Axe, se transforma en un échec qui cimenta les tensions entre les deux leaders et mit en lumière les énormes divergences stratégiques et d'intérêts. Après Hendaya, la relation entre les deux dirigeants devint distante et se limita à des échanges diplomatiques occasionnels sans rencontre personnelle. Hitler, déçu et de l'opinion que Franco n'était pas un leader digne de confiance, se concentra sur d'autres fronts
et renonça à l'idée de compter sur l'Espagne comme un allié actif. Hendaya est resté dans l'histoire comme un symbole de la prudence de Franco et de la rupture définitive avec Hitler, marquant la fin de toute tentative sérieuse d'impliquer l'Espagne dans la Seconde Guerre mondiale. La relation entre les deux leaders ne s'est plus approfondie et, à la fin du conflit, la position de neutralité de l'Espagne s'est révélée être un facteur clé pour la survie du régime de Franco dans l'après-guerre, le mettant à l'écart du destin des régimes fascistes européens qui se sont effondrés avec l'Axe. Chapitre 3. Staline. De la non-agression à la haine la plus profonde. La relation entre Adolf Hitler et Joseph Staline est l'une des histoires les plus complexes et contradictoires de la Seconde Guerre mondiale. Assis sur des rives idéologiques opposées, les deux dirigeants passèrent d'une collaboration pragmatique à la trahison, puis à une haine profonde. Mais au-delà de leurs différences, ils avaient plus de points communs que les différences apparentes. Staline arriva au pouvoir après la mort de Lénine, se couronnant comme le leader absolu de l'Union soviétique. Tout comme Hitler, il consolida son pouvoir grâce à une politique de répression, de persécution et de terreur. Staline créa un État totalitaire et centralisa le pouvoir entre ses mains. Bien que Hitler haïssait le communisme, il admirait la manière et la rapidité avec lesquelles Iosif avait pris le pouvoir. Hitler ne se contentait pas de détester le communisme, il considérait cela comme une idéologie qui corrompait les valeurs les plus sacrées de l'humanité et qu'il fallait éradiquer au plus vite. Il voyait dans l'Union soviétique un symbole de décadence et de barbarie. Staline ne faisait pas exception à cette logique. Pour le Führer, Staline était un leader brutal et paranoïaque, quelque chose qui, ironiquement, pourrait également s'appliquer à Hitler. Mais au-delà de cette haine viscérale envers Staline et le communisme, en août 1939, quelques semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale, l'impensable se produisit. Afin d'éviter d'ouvrir un front de guerre à l'Est, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signèrent un pacte de non-agression. Les deux dirigeants s'étaient opposés en tant qu'ennemis pendant la récente guerre civile espagnole. Tandis que Hitler soutenait logistiquement Franco et les phalangistes, l'Union soviétique apportait son aide au secteur républicain pendant le conflit. Mais cette tension n'empêcha pas la signature de l'un des pactes les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Ce pacte fut par la suite connu sous le nom de Pacte Ribbentrop-Molotov, où Hitler et Staline se partageaient la Pologne. Staline savait qu'il ne disposait pas des ressources économiques et militaires pour affronter l'Allemagne, ce qui lui permettait d'utiliser ces ressources pour renforcer ses positions dans son voisin polonais et dans les pays baltes. Cependant, cette alliance n'était en aucun cas une amitié ou une relation étroite. Aussi bien Staline que Hitler reconnaissaient les avantages du pacte, mais ils savaient que cela n'était que temporaire. À mesure que la guerre avançait, Hitler commença à voir en Staline un obstacle à ses plans d'expansion à l'Est. De plus, à mesure que la guerre progressait, l'état paranoïaque du Führer s'intensifiait. Il commença à soupçonner que Staline complotait avec les Britanniques et les Américains pour le renverser. Il croyait que seule la mort du leader soviétique pourrait assurer la victoire pour l'Allemagne nazie. Hitler profita du pacte, car il pensait que Staline était assez naïf et facile à manipuler. Par loyauté ou naïveté, Staline ressentait une profonde admiration pour le peuple allemand. Son admiration ne se limitait pas seulement à la manière dont le peuple teuton avait développé une structure industrielle profonde en très peu de temps, mais aussi à la manière dont, avec des politiques totalitaires, il avait aidé à redresser le pays après la Première Guerre mondiale. Staline n'écouta pas les nombreux avertissements de ses services de renseignement qui lui conseillaient de se méfier d'une potentielle trahison. Un habile travail de l'intelligence allemande permit à Staline de considérer toutes les alertes comme des tentatives de chantage, ce qui mena à la décision de ne pas ordonner la mobilisation de ses forces à la frontière. Sous le nom de « Opération Barbarossa », Hitler donna l'ordre à 3,5 millions de soldats allemands, italiens, roumains, hongrois, croates et slovaques de traverser la frontière et d'attaquer par surprise l'Union soviétique. L'attaque nazie prit les Russes par surprise et s'avéra imparable. Les Soviétiques réussirent à arrêter cette avancée seulement lorsque les troupes étaient aux portes de Moscou. L'hiver russe fut un grand allié pour les locaux, qui aida à stopper l'offensive militaire. La campagne allemande en Russie est considérée comme l'une des plus sanglantes de l'histoire. Capitulo 4. Franklin Roosevelt, l'ennemi lointain.
Le 4 mars 1933, Franklin Delano Roosevelt, l'un des leaders les plus importants du XXe siècle, accéda à la présidence des États-Unis à Washington, D.C., en plein cœur de la Grande Dépression. Avec des niveaux élevés de pauvreté, de chômage et de désespoir collectif, Roosevelt se retrouva à devoir restructurer le modèle économique des États-Unis. Dès le lendemain de l'investiture de Roosevelt, le 5 mars 1933 en Allemagne, se tenaient les élections fédérales de la République de Weimar. Peu de gens imaginaient que ces élections seraient les dernières pendant longtemps. Lors de ces élections, le parti nazi remporta une large victoire, obtenant 288 sièges, soit 43% des voix. Ce qui est frappant, c'est que, une fois au pouvoir, les deux dirigeants prirent des décisions politiques et économiques étonnamment similaires. Pour reconstruire leur pays, ils accordèrent tous deux de larges pouvoirs à leurs dirigeants. Dans le cas de Roosevelt, le Congrès procéda à une délégation de pouvoir qui facilita la mise en œuvre du New Deal. Hitler célébra les premières mesures du New Deal car elles brisaient le frénétique laisser-faire des spéculations boursières. En fait, il considérait que les politiques protectionnistes adoptées par Roosevelt étaient similaires à celles qu'il mettait en place en Allemagne. Les deux dirigeants partageaient l'idée de détruire le laisser-faire et de placer l'État comme moteur principal de l'expansion économique. En effet, Hitler informa l'ambassadeur américain William Dodd qu'il partageait la vision de la vertu du devoir et que la disposition au sacrifice et à la discipline devait dominer tout le peuple. Hitler voyait également dans les politiques de Roosevelt les traits des politiques fascistes de Mussolini, ce qui l'enthousiasmait. Bien que Hitler louait certains aspects du New Deal, on ne pourrait pas parler d'une affinité unilatérale. Si Roosevelt maintint des relations diplomatiques avec l'Allemagne pendant un certain temps, il n'a jamais partagé la moindre sympathie pour le régime nazi. Au contraire, les États-Unis maintinrent une relation tendue et vigilante envers les activités de Hitler. L'aspect principal qui préoccupait Roosevelt était la militarisation croissante de l'Allemagne, ce qui était interdit après la Première Guerre mondiale et que Hitler ignorait à plusieurs reprises. Un point que les deux dirigeants partageaient était leur manière de communiquer avec les classes populaires. Tant Roosevelt que Hitler, dans des contextes complètement opposés, donnaient souvent des discours et des messages radiophoniques où ils cherchaient à établir une connexion directe avec le citoyen moyen. Le succès de ce type de message reposait sur le fait de se présenter non seulement comme un dirigeant, mais comme une figure proche et protectrice. Cependant, les deux leaders avaient des conceptions très différentes de la démocratie, des droits civils et du rôle de l'État. Roosevelt défendait un programme de droits civils et un état de bien-être social, tandis que Hitler mettait en place des politiques racistes et un état de surveillance absolue. Bien que tous deux considéraient l'intervention de l'État comme essentielle, le New Deal était conçu pour soutenir et revitaliser la démocratie américaine, tandis que l'intervention économique du Troisième Reich servait à étendre la machine de guerre et à instaurer un régime de persécution. Mais au-delà des différentes approches sur le rôle de l'État, Hitler commença à critiquer le New Deal de Roosevelt lorsque, une fois la Seconde Guerre mondiale commencée, les États-Unis commencèrent à utiliser le poids de cet État nouvellement revitalisé en faveur des Alliés. À mesure que Hitler menaçait d'expansion territoriale, différents pays tentèrent de le menacer ou d'envoyer des lettres pour éviter une escalade du conflit. Roosevelt ne fit pas exception. En avril 1939, le président américain lui envoya une lettre dans laquelle il argumentait que la paix et la sécurité mondiale étaient en danger et qu'il espérait que l'Allemagne respecte la souveraineté des nations. Roosevelt croyait que ce type de conflit pouvait être résolu par des voies pacifiques et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une invasion territoriale. Hitler choisit de lui répondre par un discours qu'il prononça le 28 avril 1939. Non seulement il rejeta la demande de Roosevelt, mais il utilisa aussi la parole pour se moquer du président américain. Il indiqua que les actions qu'il entreprenait visaient à restaurer la dignité de l'Allemagne après les humiliations du traité de Versailles. Il ajouta que les États-Unis devraient s'occuper de leurs propres affaires, car ils n'étaient pas dans la sphère d'influence allemande. Seulement 6 mois plus tard, l'invasion de la Pologne marquerait le début de la Seconde Guerre mondiale, prouvant à quel point l'opinion de Roosevelt importait peu à Hitler. Au cours des premières années du conflit, les États-Unis maintinrent une position neutre,
fondée sur l'opinion isolationniste des citoyens américains et renforcée par la doctrine Monroe de non-ingérence dans les conflits européens. Hitler voyait cette neutralité de Roosevelt avec ambivalence. Dans un premier temps, il considérait qu'il était positif que les États-Unis restent en dehors du conflit, étant donné la taille de leur industrie, de leurs ressources et de leur armée. Mais cela commença à changer lorsque les États-Unis commencèrent à soutenir les forces alliées. La situation entre Hitler et Roosevelt devint plus tendue lorsque l'Américain mit en place la loi de pré-bail en 1941. Selon cette loi, les États-Unis commencèrent à fournir des armes et des fournitures à la Grande-Bretagne et, plus tard, à l'Union soviétique. Comme nous le verrons plus tard, Hitler n'oublierait jamais cette trahison de la part des États-Unis. Roosevelt officialisa l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Mais à ce stade, les États-Unis n'avaient déclaré la guerre qu'au Japon. Quelques jours après cela, Hitler prit une décision qui sera étudiée par de nombreux historiens comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques. Le 11 décembre 1941, l'Allemagne nazie déclara la guerre aux États-Unis, ouvrant un nouveau front contre l'une des grandes puissances mondiales. Hitler sous-estimait la capacité de résistance et d'adaptation des États-Unis. Il croyait que le pays était divisé idéologiquement et que la guerre serait coûteuse et épuisante pour eux. Il sous-estima la rapidité avec laquelle les Américains reconfigurèrent leur économie et ignorait que la production industrielle atteindrait des niveaux sans précédent. À partir de la déclaration de guerre entre l'Allemagne et les États-Unis, les contacts entre Roosevelt et Hitler cessèrent. Roosevelt prit à cœur le rôle des États-Unis en tant que pivot central des Alliés. Cependant, en raison de la détérioration de sa santé, il ne vit pas la fin de la guerre. Il mourut le 12 avril 1945, quelques mois avant la capitulation allemande. Hitler mourut seulement 18 jours plus tard, se suicidant dans son bunker alors qu'il était assiégé par les troupes soviétiques. Les deux dirigeants finirent leur jour sans assister à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chapitre 5. Winston Churchill, une haine mutuelle. Depuis de nombreuses années avant d'être nommé Premier ministre, Churchill avertissait des risques que représentait Hitler pour la stabilité et la souveraineté des pays européens. Dès sa nomination en tant que chancelier en 1933, Hitler trouva en Winston Churchill un opposant déterminé. Depuis son siège au Parlement britannique, il s'efforça de toutes ses forces d'alerter sur le danger que représentait le nouveau régime allemand. Malgré ces dénonciations, le gouvernement dirigé par Stanley Baldwin montrait une certaine passivité face aux actions de Hitler. Lorsque l'Allemagne annexa l'Autriche en 1938, l'absence de réaction des pays européens attisa les préoccupations de Churchill, qui voyait la paix mondiale se dissiper lentement. Hitler tenta plusieurs fois de se rapprocher de Churchill, l'invitant à Berlin à 2 reprises entre 1936 et 1938. L'objectif de ces rencontres était de négocier une possible coopération entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Face au refus de Winston, Hitler envoya à Londres son ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop. Lors de ces visites, le ministre transmit de la part de Hitler le besoin que l'Angleterre laisse libre passage à l'Allemagne pour s'étendre vers l'Est. Si cela se réalisait, Hitler respecterait les territoires et les colonies appartenant à l'Empire britannique. Ces négociations furent non seulement rejetées catégoriquement par Churchill, mais elles confirmèrent également que les intentions expansionnistes des nazis n'étaient pas seulement une partie du discours pour séduire les masses populaires allemandes mécontentes du traité de Versailles, mais une réalité. Échouant dans ces négociations, Hitler accumula rapidement une haine viscérale envers Churchill. Il le voyait comme un homme politique intransigeant, obstiné et belliciste. Hitler alla jusqu'à qualifier Churchill de « ivrogne » et de « charlatan », et il croyait qu'il n'était pas un leader capable de diriger un pays en temps de guerre internationale. Hitler sous-estima également la capacité militaire britannique. Il pensait que les troupes et l'armement allemand étaient supérieurs aux forces anglaises. Il considérait que les tactiques britanniques utilisées lors des dernières guerres étaient une résistance plus symbolique que réelle et qu'elles se briseraient sous la pression militaire nazie. Une fois la guerre lancée, et après avoir conquis une grande partie de l'Europe, Hitler se laissa emporter par ses victoires militaires et décida d'attaquer l'Angleterre. Les troupes anglaises avaient été décimées en France
et Hitler décida de lancer l'opération Lion de mer. La stratégie consistait en un bombardement des villes du sud du Royaume-Uni par la Luftwaffe. Hitler pensait qu'un bombardement constant finirait par forcer la reddition des Anglais en quelques semaines. De plus, la supériorité des avions de guerre allemands faisait penser à une victoire imminente. Mais la stratégie de Hitler ne prenait pas en compte que, bien que les Britanniques aient moins d'avions, ils bénéficiaient d'une plus grande rapidité d'action grâce à l'invention du radar. Créé seulement quelques années auparavant par Robert Watson Watt, cet appareil permettait de détecter rapidement les attaques potentielles et mettait en évidence les avions allemands. Face à ce panorama, et après avoir perdu un grand nombre d'avions de guerre en mai 1941, Hitler chercha à négocier avec le Royaume-Uni un traité de paix. Il envoya Rudolf Hess, son secrétaire personnel, pour clore le front britannique et ainsi pouvoir concentrer ses efforts militaires sur l'invasion de l'URSS. Hitler entra dans une rage furieuse lorsqu'il apprit que Hess non seulement n'avait pas été reçu par Churchill, mais qu'il avait été capturé à Londres. Les secrétariats proches de Hitler rapportaient que depuis ce moment, il fut complètement envahi par la haine et que chaque fois que quelqu'un mentionnait le Premier ministre britannique, Hitler hurlait des insultes et brisait des assiettes et des verres contre le sol. Mais ce qui mit le plus en colère Hitler fut la capacité de Churchill à établir des alliances stratégiques avec les États-Unis et l'Union soviétique. Le Führer autoproclamé n'aurait jamais imaginé que les deux puissances capitalistes pouvaient s'allier avec la nation communiste dirigée par Staline. Il considérait que cet acte diplomatique n'avait été possible que grâce au pouvoir de manipulation du Premier ministre britannique. Bien qu'il le détestât de tout son être, Hitler reconnaissait que cette habileté diplomatique méritait d'être saluée, en particulier parce qu'il avait su convaincre deux nations idéologiquement opposées de s'unir pour affronter le Troisième Reich. Dans ses dernières lettres, Hitler admit avoir sous-estimé la puissance militaire britannique. Pour sa part, Churchill, dans ses mémoires, lorsqu'on lui demanda si Hitler était un grand homme, répondit que non, car il avait commis trop d'erreurs.